La journée du lendemain fut très difficile. Elle bougonna quand sa voisine vint lui rappeler qu'elle devait lui garder sa place dans la rue, et ne répondit pas à plusieurs saluts lancés de la rue par les rares passants. En fin d'après-midi, quand Aude arriva, elle n'avait préparé aucun goûter. Elle offrit à la petite un morceau de pain, avec un sucre dessus. Et quand elle la vit tordre le nez, elle s'embarqua dans un long discours sur les enfants gâtés et le bonheur qu'elle aurait eu au même âge si elle avait pu avoir du sucre, au moins de temps en temps. Puis, elle la laissa se débrouiller seule avec ses devoirs. Elle aurait aimé se comporter autrement. Elle l'aurait vraiment voulu. Mais le squelette la hantait, il la déréglait. Elle ne pouvait s'empêcher de se revoir, ânant dans le noir pour creuser ce trou sinistre. Et cela la mettait en colère contre l'inconnu qui lui imposait ça. Car bien sûr, elle ne saurait jamais de qui il s'agissait, et pourquoi il s'en prenait ainsi à elle et à sa vie tranquille. Elle était une vieille dame qui ne faisait de mal à personne, une vieille dame qui, au contraire, faisait le bien autour d'elle. Elle ne méritait pas ça, certainement non. Le surlendemain, elle réussit à se contrôler à nouveau, au prix d'un effort constant. Elle avait un peu mieux dormi, après s'être persuadée qu'elle se faisait une montagne de ce qui n'était sans doute qu'une sale blague. Elle parvint à reprendre sa routine, et même à retourner jardiner. Pas dans le potager tout de même, mais côté rue, dans le jardin de fleurs. Elle coupa les branches mortes du figuier et réussit, sans trop d'effort, à faire un brin de causette avec la vieille Arlette, quand celle-ci, comme chaque jour, passa, sa canne blanche brandie devant elle. Elle était Rose, une battante, une femme que l'adversité n'avait jamais arrêtée. Qu'il trouve donc quelqu'un d'autre à impressionner. C'est l'état d'esprit dans lequel la trouva Raymond. Elle le vit de sa fenêtre, en fin d'après-midi, alors qu'elle se dégourdissait les jambes, pendant qu'Aude faisait un exercice de grammaire. La petite, échaudée par l'accueil de la veille, avait été difficile à dérider, mais avait finalement rendu les armes face aux assauts de charme de sa grand-mère. À présent, elle travaillait avec application. Rose vit donc son nouvel ami planté là, derrière le portillon. Cela lui inspira des sentiments mêlés. Le plaisir de le voir revenir aussi vite, bien sûr, mais aussi la contrarié. Cela lui inspira des sentiments mêlés. Le plaisir de le voir revenir aussi vite, bien sûr, mais aussi la contrariété de ne pas être seule pour le recevoir. Elle n'aimait pas les changements. Il avait pris l'habitude de venir le matin. Il aurait dû s'y tenir. Un instant, elle envisagea de ne pas aller lui ouvrir, de faire la morte, jusqu'à ce qu'il finisse par s'en aller. De toute façon, quelle conversation pourrait-il avoir avec la petite dans les pattes? Et même si Aude n'avait pas été là, elle n'avait pas envie de faire des mondanités, elle n'avait envie de rien, tout lui demandait un effort. Ce qu'elle aurait vraiment voulu, dans l'immédiat, c'était se retrouver seule, parce qu'elle n'avait besoin de personne, ni de ses voisins, ni de sa famille. Elle était Rose, elle était forte, elle était la femme qui avait su tracer sa route. S'ils savaient, tous ces imbéciles, y compris son François qui lui parlait toujours sur un ton protecteur, elle ricana, ce qui lui valut un regard étonné et un peu inquiet de la petite. Elle la rassura bien vite d'un beau sourire et d'une grimace amusante. J'ai un ami à la porte. Aude hocha la tête avec enthousiasme. Cette diversion lui convenait parfaitement. Mamie allait devoir s'occuper de son amie, et avec un peu de chance, elle allait la mettre devant la télé. C'est ce qui arriva. Je vais aller lui parler au jardin. Installe-toi donc devant la télé. Je vais te trouver un dessin animé. Quelques instants plus tard, la petite dévorait l'écran des yeux. Rose sortit, alla ouvrir la barrière et entraîna Raymond dans le jardin tout en engageant la conversation. Soucieuse de ne rien montrer de ce qui la tracassait, la vieille dame parla avec une certaine précipitation, enchaînant les considérations sur le temps, les figues, les difficultés de l'âge et même les derniers événements politiques. Il lui donna la réplique un moment, puis, soudainement, il lui posa la main sur le bras. Rose, je ne voudrais pas me montrer indiscret, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait dans votre assiette. Elle fut étonnée qu'il ait perçu cela, malgré les efforts qu'elle avait faits pour paraître enjouée. Elle en conçut de l'admiration. Mais d'un autre côté, cela la dérangea aussi. Que répondre? Que oui, elle n'était pas dans son assiette parce qu'elle avait trouvé un squelette dans son jardin?
Elle haussa intérieurement les épaules et opta pour une semi-vérité. Vous n'avez pas tort, Raymond, je ne suis pas au mieux de ma forme. C'est mon arthrose qui est un peu agressive ces derniers jours. Mais que cela ne vous effraie pas, je suis tout de même contente de vous voir. Il hocha la tête, compréhensif. Elle décida de se coucher de bonne heure. Finalement, la journée s'était plutôt bien passée, et la venue de Raymond n'y était pas pour rien. Il était l'élément nouveau dans sa routine, un élément nouveau, agréable. Malgré son physique un peu ravagé, il était un peu plus jeune qu'elle. Ils auraient pu être frères et sœurs. Ils allaient devenir amis. Cela la mit de bonne humeur, tandis qu'elle se mettait au lit. Elle dormit d'une traite, mais se réveilla de nouveau fatiguée, avec la sensation d'avoir couru un marathon. C'était nouveau, ça. Elle en parlerait à l'occasion au médecin. En tout cas, elle avait retrouvé son allant, et c'était bien là l'essentiel. Elle ne trouva le sac qu'en fin d'après-midi. En réalité, ce ne fut pas elle qui le trouva, mais Aude, qu'elle avait envoyé lui chercher 2 poireaux pour la soupe du soir. La petite revint, les 2 poireaux à la main, les posa sur l'évier et dit « Mamie, il y a un sac de papilles dans le potager !» Rose, qui épluchait une pomme de terre, se figea et fit un immense effort pour ne paraître que vaguement intéressée et plutôt indifférente à ce qu'elle venait d'entendre. « Ah oui? Tu as essayé de l'ouvrir ?» La petite hésita, pas tout à fait sûre de la réponse qui plairait à mamie. Puis elle se décida pour la vérité. « Bah oui, mais le nœud était trop serré. » Rose poussa intérieurement un long soupir de soulagement. « Et tu ne me l'as pas rapporté ?» La petite fit une grimace de culpabilité. « J'y ai pas pensé. Tu veux que j'aille le chercher ?» Rose répondit précipitamment. « Non, non, tu as bien fait. C'est juste un peu de terreau pour le jardin. Il est très bien où il est, ce sac. » Aude ne s'intéressa pas plus longtemps à la chose. Son jeune âge ne lui permettait pas encore de bien savoir ce qui relève de la bizarrerie ou de la normalité. Dans l'immédiat, ce qu'elle tenait pour sûr, c'est qu'elle avait fini ses devoirs, que papa n'allait plus tarder, et que, en attendant, si elle faisait suffisamment de charme à mamie, elle pourrait bien avoir la permission d'allumer la télé. Ce fut étonnamment facile. « Mamie, tu veux un peu de télé, Aude ?»« Ah, bah oui, je veux bien. » Rose regarda la pendule de la cuisine. « Je vais te mettre la chaîne des dessins animés. Tu vas pouvoir t'amuser un bon quart d'heure avant l'arrivée de François. » Elle se dirigea vers le salon, suivie de la petite, et ajouta en route. « Tu l'as bien mérité, ma mignonne, avec toutes les bonnes notes que tu me rapportes. » Elle laissa sa petite fille en pleine fascination devant une histoire de Pokémon volant, complètement idiote à ses yeux. Mais dans l'instant, c'était bien là le cadet de ses soucis. Elle retourna à la cuisine et se laissa enfin aller au tremblement qu'elle réfrénait depuis qu'elle avait appris l'apparition du 2e sac. Elle s'assit et resta là, à attendre que le calme lui revienne. Les tremblements cessèrent peu à peu, mais la boule qui lui nouait la gorge ne s'estompa pas. Elle grandit même, lui donnant l'impression qu'elle ne parvenait plus à respirer correctement. Le pire était la conviction qui montait, la conviction qu'elle était acculée, qu'il n'y avait pas de solution à la situation démente qui lui tombait dessus, parce qu'elle était absolument certaine que ce sac, comme le premier, renfermerait un mort. François n'allait pas tarder. Elle eut envie de tout lui dire. Après tout, il était son fils, celui pour lequel elle avait tant sacrifié autrefois. Mais, pour commencer, il ne lui vouait aucune reconnaissance, et, pour continuer, il était François, un juriste, respectueux des lois, à un point parfois ridicule. Il ne lui demanderait pas comment il pouvait l'aider, et même s'il le faisait, ce serait pour la forme. La minute d'après, il appellerait la police. C'est peut-être ce qu'elle aurait dû faire dès le premier sac, appeler la police. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait imaginer qu'il y en aurait un deuxième. À présent, il était trop tard. Elle devait se débrouiller toute seule, parce que la police mènerait sûrement une enquête. Et si par malheur on découvrait le squelette qu'elle avait enterré, que penserait-on? Elle doutait fort qu'on la croirait. Ces gens-là ne vous croient jamais. Ils vont au plus facile pour eux. Ils lui mettraient tout sur le dos. Ce monologue intérieur eut le mérite de la mettre au clair avec elle-même, ce qui dénoua sa boule d'angoisse. Quand François sonna, elle avait retrouvé son calme. Au cœur de la nuit, elle enterra le 2e squelette. Le lendemain, elle resta au lit assez tard, attendant que ses douleurs s'estompent. Cette fois, la poussée d'arthrose était trop forte pour qu'elle puisse la traiter par le mépris. En l'occurrence, elle n'avait aucun doute. Son corps était tendu par le stress, et cela se répercutait sur ses articulations.
Pour rester en forme, elle avait besoin d'une vie calme, et on l'en privait. Elle fit des exercices de respiration, évita le plus possible de durcir ses muscles. Mais c'était très difficile, à cause des bouffées de colère et de peur qui se succédaient. Au bout de quelques heures, elle poussa un soupir, se leva et alla prendre un antalgique. Elle évitait au maximum de recourir à ce médicament très puissant, prescrit par le rhumatologue, parce qu'il lui déclenchait des brûlures d'estomac. Cela raviva sa colère. Quelque part, un salaud se riait d'elle, et à cause de lui, elle se ruinait la santé. Mais ce sale petit bonhomme n'en avait cure. Il devait faire partie de ceux qui pensent que les vieux ne devraient pas avoir droit de cité, qu'ils sont la cause du déficit de la sécurité sociale et volent leur retraite. Oui, ça devait être pour ça qu'il l'attaquait, elle. Ce voyou qui n'en fichait sans doute pas une, qui passait ses journées à se droguer ou à mendier, devait considérer qu'elle ne méritait pas de vivre, qu'elle ne méritait ni sa maison, ni son jardin. Son jardin, son centre de gravité, l'endroit où elle ressentait ce qui se rapprochait le plus du bonheur, ou au moins de la joie. Elle eut envie d'y descendre, de se coucher parmi les fleurs d'automne, et de respirer leur parfum en regardant le ciel. C'était de cela qu'elle avait besoin, au lieu de rester bêtement au lit. Dehors, elle retrouverait son calme et parviendrait à réfléchir. Il fallait qu'elle sorte. Elle sortit. Elle trouva un coin, derrière un petit bosquet, où, couchée, on ne la voyait pas de la rue, et s'allongea, les mains bien à plat contre la terre froide. Elle resta là, un bon moment, les yeux alternativement ouverts et fermés, tandis que les parfums des plantes et la bruine légère qui tombait du ciel l'enveloppaient. Insensible au froid qui gagnait peu à peu ses membres, elle sombra dans un semi-sommeil.